L'heure est grave, jeune métèque, l'heure est grave. Les narcos et les Cisra se sont alliés pour encore faire de l'AD à mon scout. J'essayais de faire du contenu pour le plaisir. Alors je dois me venger. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors bienvenue à tous, bienvenue même à l'extrême droite, car ne sommes-nous pas tous frères? Bon, en vrai, avec ce titre, ça pue. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi ça dérange de ouf mes droitards et d'autres, hein, de voir ça, ça ou ça. Et du porquet, on entend les mecs d'extrême droite dire qu'ils ne sont pas racistes, qu'ils sont juste là pour protéger leur culture, leur civilisation. Pareil pour les anti-métissages, qui sont peut-être des droitardés aussi. Eux aussi, c'est pour protéger leur culture, qui ne souhaitent pas se mélanger. Alors on va creuser la question du pourquoi. Et dire que c'est parce qu'ils sont racistes, je peux être d'accord, mais c'est facile, c'est rapide, et au final, ça les touche plus vraiment. Ils font même des blagues là-dessus. Tu l'as dit, t'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui. T'as un problème avec Mohamed? Moi, je vais essayer de les coincer autrement. Est-ce que la crise identitaire suffit pour être un fils d'up? Et du pourquoi ta France a peur de 3 migrants? De voir des étrangers, je commence à les connaître. Et je parlerai aussi de ma vision critique de l'appropriation culturelle pour que les gauchistes puissent me mettre des calottes et me corriger. Et comme la vidéo précédente, ce sera un peu fourre-tout, donc on verra des trucs comme pourquoi on en veut plus aux femmes de se métisser. Frère, mais pas beau-frère. Et aussi, on parlera de la fin de l'univers. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui me râle, fou du bus encore là? Pero cállate, mano, escucha. Pose des questions ensuite. Et juste une précision pour qu'on soit clair, j'en veux à personne. Je pense qu'on a tous en nous un capital raciste, misogyne, tout ce que tu veux, mais je vais essayer de parler de ce qui la stimule, de ce qui fait que tu vas puiser dedans et te permettre de vomir, de gerber ce que tu penses en public, mon salaud. Et je pense déjà qu'on sait déjà ce qui va différencier un gauchiste d'un droitard, c'est que nous, on va essayer de comprendre pourquoi on pense ces choses et qu'est-ce qu'on veut en faire. Ah oui, et autre chose, les gens bizarres là qui idéalisent le métissage, on vous voit, hein. Je vais bon bébé métis. Vous aussi, pour moi, vous êtes des cisras chelous, hein. Car non, le métissage ne rend pas meilleur ou pire, il ne rend pas plus cool non plus, et surtout, ça ne donne pas un passeport pour être raciste, hein. J'ai le droit, ma fille est métisse, gros trimard, va, tiens, lis ça. Et non, se métisser n'effacera pas le racisme. Bon, à part ça, pour illustrer, on va utiliser des beaufs comme Bassem. Je voulais pas de cheval métis. Car je pense que son rapport à la culture individuelle permet d'expliquer le pourquoi il sert la soupe à l'extrême droite. Mais dans la vie, il faut être équitable. Alors on illustrera aussi, pour que les gouards soient contents, avec Papacito. Bouffer, boire, se battre, réfléchir sur la vie, avoir vécu et mourir tranquille. Pour les renards avec Alexis Chance, Le Braque ou d'autres, on verra. Enfin bref, et oui, j'ai déjà rigolé devant leurs vidéos, mais ça s'arrête là. Même si dans la prochaine vidéo, on parlera de comment tous les sauver, car ne sommes-nous pas tous frères? Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tango. Alors, est-ce que les droitards n'ont pas tout simplement peur parce qu'ils sont nuls? Bah oui, on commence tout de suite, y a pas de ralenti. Hein. Bon, déjà, la peur qu'on peut tous avoir de ne pas réussir à transmettre sa culture à ses enfants, elle est normale. Même si ce qu'on devrait se demander, c'est pourquoi tu fais un enfant. Mais bref, les angoisses des droitards et des autres anti-métissages sur la possible perte de culture, la crise identitaire, et du pourquoi ça vient nourrir un inconscient raciste, c'est que pour moi, premièrement, ils sont passifs face à la culture. Ce sont des spectateurs. Ils ne sont pas moteurs de leur culture. Ils sont incapables de reproduire leur monde et d'être un relais de la soi-disant grandeur de la France. C'est fumier, là. Et ça, parce qu'ils font reposer la transmission de leurs pratiques culturelle traditionnelle sur les femmes, dans le foyer en tout cas, et aux institutions comme l'école par exemple, école qui transmet non seulement des savoirs, mais aussi des valeurs, en lien avec les enjeux de la société. Mais bon, juste une base, mais pas plus, hein. Faut que tu restes con quand même. Alors évidemment, s'ils se mélangent, s'ils se métissent, dans leur faussaire, ils vont perdre leur identité culturelle, car ils ne se la sont jamais vraiment appropriés. Et c'est assez facile de remarquer qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à la culture, à l'histoire, à la production culturelle et artistique française, ou insérez le pays de votre choix, hein, ça marche partout. Par exemple, qu'est-ce qui perpétue la grande culture française en ce moment? Qu'est-ce qui perpétue la grande culture française? La grande culture française, parce que la France a une grande culture. Oui, on est d'accord. On est bien d'accord. Oh, il y a de bons écrivains, vous en faites partie. J'en doute pas, vous m'avez jamais lu, mais prenez plutôt quelque chose de sincère. Alors, non, mais justement... Citez-moi un autre écrivain que moi. Un autre écrivain, qui perpétue la grande tradition française cultive. Alors, parmi les écrivains, lequel je vais vous citer? Alors, une petite personne... Moi, il me viendrait 15 noms. Oui, moi, et j'en ai quelques-uns. On va commencer par Ascension. On va commencer par Juan. On va commencer par Juan. Ah, bien sûr. Oui. Par exemple. Et c'est vraiment pour sa plume que vous l'aimez, quoi, pas du tout, parce que vous avez un fond idéologique commun. Non, pas du tout. Là, pour le coup, ils n'ont jamais dépassé le vernis culturel, ou plutôt la culture générale scolaire. Exemple demain, Bassem, ou un autre traditionnaliste, Gouer, Renoir, Shingi, on s'en branle. Tu le fais vivre en dehors de son environnement culturel, bah
hormis la religion et encore, C'est leur dire. il ne saura pas faire le couscous de sa grand-mère. Les pratiques traditionnelles seront perdues, car il a laissé ce sujet aux autres et surtout aux femmes dans le couple. Il ne ramènera avec lui qu'un vernis culturel, et ses enfants, s'il en a à l'extérieur, se feront sûrement assimiler par le pays en question. La transmission des pratiques culturelles, la sensibilisation à la culture se fait par les femmes dans les couples tradis. Et je suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal, mais juste pour montrer ce que ça produit. Que sans les femmes dans leur inconscient, une partie de la culture et de la transmission disparaissent. Exemple dans ces couples-là, ce sont elles qui font les plats traditionnels. Dans les normes des choses, avec des diplômes, ta place c'est à la cuisine. Et c'est peut-être pour ça, selon moi, que c'est un sujet qui fait moins débat chez les meufs, sauf chez les bourgeoises qui ne cuisinent pas. Je rigole, hein, c'est pas de la diffamation. Mais bon, en vrai, elles finiront peut-être comme Virginie Mota pour ceux qui connaissent. Et je prends l'exemple de la nourriture, car je trouve que c'est le plus parlant, le plus profond dans nos habitudes quotidiennes, même quand la langue s'est perdue. Mais j'aurais pu parler d'autres habitudes de vie, de la décoration, de tout l'environnement culturel dans l'intimité, ou me concentrer sur la langue. Mais bon, pour moi, pour réaliser un projet de transmission linguistique à bien, faut déjà que les deux parents s'occupent des enfants. D'ailleurs, les conservateurs en veulent aussi aux femmes, car dans notre système de parenté, ils partent du principe qu'elle est vouée à partir de la famille, à perdre son nom, à sortir du groupe, parce que la parenté se transmet par l'homme, en tout cas dans la tête des droitards, et peut-être aussi encore dans la société actuelle en général. Mais le père traditionnel, dans tout ça, il fait quoi? Le père n'est que la figure d'autorité, le symbole qui fait la loi et qui impose les traditions et leur sens. C'est l'homme qui donne le cap. Mais dans l'histoire, c'est plus nuancé que ça. Mais c'est ce qu'on veut retenir du rôle des hommes. Un rôle facile à incarner, car en vrai, c'est un peu le même partout. C'est l'image viriliste qu'on veut faire perdurer. Et oui, se sentant responsable de sa famille, il sera prêt à faire beaucoup d'efforts, à se sacrifier, et du coup, à être malléable pour subvenir à leurs besoins. Voilà mon gars, sois un homme. C'était plutôt la même chose dans toutes les cultures. Soit viril, guerrier, et ce qui est marrant, c'est que celui qui fait avancer ou vivre la culture, c'est le faible, l'intellectuel, l'artiste, le féminin. La culture masculiniste, c'est anticulturel. La vision guerrière, la domination, c'est la destruction. Et ce qui est vu maintenant comme légitime, masculin, c'est les maths, etc. C'est valorisant, alors que l'art, l'ingénieur, oui, mais un peu moins le chercheur. Dès qu'un truc tend à bouger l'état actuel des choses, la connaissance, l'art, etc., c'est moins valorisé. Sauf quand c'est pour faire du fric. Le projet culturel patriotique, capitaliste, n'est là que pour opposer les gens. Il n'est là que pour te préparer à la guerre et mourir pour, on le verra après, un pays qui n'existe pas vraiment. Mais t'inquiète mon gars, c'est pour la grandeur, voilà, meurs, crève. Et aussi te faire croire que les autres sont des sauvages, que tu leur es supérieur, que se métisser c'est trahir les siens, c'est se diminuer. Et on va faire une citation de Lévi-Strauss, le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. C'est celui qui n'est pas capable de reconnaître l'humanité de l'autre. Il faut pas oublier que ça a permis aussi de renforcer l'individualisme, de casser l'entraide dans les familles. Avant, on vivait en communauté, et maintenant, en famille nucléaire. On fait reposer la transmission sur 2 parents. Alors on fait quoi si les darons et la daronne, ils puent la merde? Ah oui, et autre chose pour répondre à un poteau à moi, apprendre à ton fils à réparer la bagnole. Pas ma bagnole. Je pense que ce n'est pas transmettre une pratique culturelle identitaire, à moins que vous soyez mécano de père en fils. Et pour ceux qui connaissent Papacito, écrivons au contre-exemple, parce que c'est un assimilationniste. Nous, tu deviens français parce que tu te comportes comme un français. Exact. Voilà. Mais pourquoi Papacito a moins peur de se métisser? Mais parce que, en pensant qu'il a un gros capital culturel, il se sent être en capacité de transmettre à sa descendance sa culture, peu importe le métissage, et de réaliser son projet assimilationniste. Bon là, je suis gentil avec lui, parce que je crois que la vérité, c'est qu'il a avoué ne pouvoir pécho que des Schwartz. Et d'ailleurs, je serai le cousin de Papacito. En vrai, on a presque la même histoire familiale, donc c'est possible. On laisse le mystère. Mais bref, ok, ils ont laissé le sujet de la transmission culturelle aux femmes, à l'école, à l'État, enfin bref. Alors vous pourriez me dire, mais si les femmes se métissent, elles vont probablement continuer de faire vivre leur culture. Alors pourquoi s'inquiéter? Eh ben parce que le mec frustré de droite n'en aura plus l'accès. Il va perdre sa culture. Et aussi les privilèges de celle-ci. Les droitardés ont peur de perdre leurs privilèges de petits dominateurs. Voilà, que c'est facile d'être un homme. Les hommes rois à la maison. Ou plutôt, hommes princesses selon comme on le voit. Et dans cette détresse, dans cette perte, pour moi, comment tu vas essayer de justifier aux femmes de ta culture de te choisir? Toi plus que les autres. Eh ben, il y a un outil ultra facile pour discriminer. Le racisme. C'est vraiment, elle a fait un choix de ouf, quoi. Attends, un Renoir, quand même. Tu vas te raccrocher à des stéréotypes pour alimenter ta haine, tu vas insulter les noirs par exemple, tu vas commencer à les essentialiser, à te nourrir d'imaginaires racistes ambiants. Ça va même nourrir des angoisses, en mode sur la... mon gars, sur la taille, hein. Ça t'angoisse que ta meuf couche avec un Renoir. Mais c'est toi qui te rentre ça dans la tête. Et je trouve que c'est ce qui explique le pourquoi ça dérange moins de se métisser avec les guerres, los gueros. Et je parle pas de la taille, hein. Non.
Car l'imaginaire raciste, la charge raciale, raccrochée à leur couleur de peau, coutumes, etc., est faible, même parfois valorisée. Il y a des endroits, si tu te mets avec un blanc, c'est bien vu. Exemple dans le 9-3, ce que moi j'entends comme imaginaire raciste au-delà de la religion, hein, c'est des trucs un peu simplistes sur los güeros et les autres. Par exemple, les musulmans, pour se différencier, ils vont dire « il est pas circoncis ». Eh frère, t'es circoncis ou pas? Frère, s'il te plaît, entre toi et moi, je te jure, on est dans la cour. Tiens, moi je suis pas circoncis. T'es pas circoncis, mon frère, tu te marres quand? T'es un ouf. Il est même pas circoncis, le bas. Wesh, Regarde, on a coupé ta queue, moi, tu vois. Combien de fois j'ai entendu celui-là? Autre exemple sur l'hygiène, les blancs puent. Les blancs ne savent pas le cul après avoir chié. Ils se nettoient avec du papier. Ils se nettoient avec du papier. D'ailleurs, je vous conseille l'épisode de South Park qui parle de ça, sur le lobby du papier cul, etc. Enfin bref. Et ah oui, métissez les pratiques, s'il vous plaît. Faites papier plus eau. Et même savon, je dirais. Parce qu'on les connaît, hein, les mecs qui utilisent que la main, la bande de cochons. On sent l'odeur de cacao, hein. Putain, comment j'en suis arrivé là? Bref, vous m'avez compris, donc raciste pour ne pas perdre ses privilèges, et pas que sur les femmes, bien sûr. Les petits dominateurs, c'est droiteurs des car en vrai. Si c'était juste une peur de perdre sa culture, ce serait le truc le plus con. T'as juste à investir ta culture et c'est tout, et ça fera pas de toi une femme. En plus, pour des nationalistes, c'est pas bête de se limiter dans sa culture, tu trouves pas? Genre Bassem, l'artisanat traditionnel, il est où? Pourquoi tu fais pas les tapis? Ils sont où les tapis? C'était un peu raciste, ça, non? Mais on va en parler, vous inquiétez pas. Mais on va continuer dans leur logique. Si tu te métisses et si toutes les femmes de ta culture se désintéressent de toi et que ça suffit à que ta culture disparaisse, ça devrait te donner un indice, non? C'est que tu n'en as pas. Tu n'as pas de culture. En tout cas, tu n'as pas de culture individuelle permettant de faire survivre ta culture ethnique. Mais n'ayez pas peur, mes droitards, mes frères. La transmission ne dépend pas que de vous aussi. Votre enfant peut s'en battre les couilles de votre culture. N'oubliez pas que c'est un sujet vivant. Elles aussi, les cultures vivent et meurent. Mais on en parle après. D'ailleurs, est-ce que c'est pas plus facile pour un mec qui n'a pas vraiment de culture personnelle de dire aux gens « Oui, il faut s'assimiler. Mais t'as aucun effort à faire, trimard, va. T'as pas de culture propre, fumier. T'es une coquille vide. » La culture du dominant, en plus, elle est facile à avoir. Elle est partout dans notre environnement. Par contre, apprendre une culture de dominé, ça demande des efforts. Regardez, même les Français n'arrivent plus à connaître leur culture. Ils sont tous américanisés. Même les mecs d'extrême droite patriotes mes couilles, c'est juste des bandeurs des États-Unis. Mais c'est normal, c'est la culture dominante dans le monde. Pourquoi c'est pas des bandeurs du Vietnam, à votre avis? Et les pires, c'est les droitards qui ont lu 3 livres et qui se sentent cultivés. Vous êtes responsable de l'autodestruction de votre culture. Connaître 3 anecdotes historiques ne fait pas de vous des moteurs de la culture française. Ça me fait penser à Julien Rogy qui a lu 2 bouquins de Nietzsche et il s'en est jamais remis le poteau. Des v'là le trauma, il en a fait un livre de 170 pages. Et mon droitard, en dehors de ton vernis culturel, tu ne connais pas profondément ta culture. Arrêtons de faire semblant, arrête, voilà, arrête. Et donc comment tu pourrais juger de la transmission de celle-ci? Par ta connaissance, encore une fois, tu es déjà un facteur d'appauvrissement de celle-ci. Parce que, à part faire des remarques, les jeunes ne connaissent pas les dates de la Seconde Guerre mondiale. Les connaître, ça suffit pour être français? Mais est-ce que français, ça veut dire quelque chose? Oh, on en reparle après, on en reparle après. Attends, sois patient. Cette inculture même fait que les droitards relient identité culturelle individuelle, la culture qu'on développe tous en nous, à une identité culturelle imposée par le pays où l'on est. Ils sont plus obsédés à devenir de bons Français, qui est un truc complètement flou, qu'à devenir réellement des personnes cultivées et intéressantes. Et c'est peut-être pour ça qu'ils baissent pas. Car si c'était vraiment le cas, s'ils avaient vraiment investi la connaissance, ils seraient au courant que l'identité culturelle, c'est un peu comme un palimpseste. C'est un parchemin où l'on a effacé l'ancien texte pour écrire par-dessus. Donc on voit les traces d'avant, mais c'est toujours le même parchemin, mais on peut écrire n'importe quoi par-dessus. Et ils seraient au courant que les cultures se construisent par et c'est pour ça qu'ils arrivent à se faire scam par Zemmour, ils voient pas la douille. Il leur promet de rétablir l'histoire, le monde d'avant qui ne correspond à rien. C'était mieux avant. Ah ouais, c'est comme ça que tu veux faire briller la France, hein. Des gueux, des technos habillés en old money, là, bandeurs de Napoléon, avec vos déguisements picky, machin, blinders, là. Je vous vois comme des dragues, en fait. Bon, c'est pas en brillant comme ça que les gens vont vouloir être français. Même si tu passes par la violence comme la France l'a fait pendant le colonialisme et en niquant les identités régionales, mais regarde le résultat. Ça a vraiment marché? Et si j'enlève mes lunettes d'extrême gauchiste, une France forte, pour moi, c'est celle qui prend un étranger et qui lui dit « Ah, tu veux devenir français? Tu as bien choisi, tu es le bienvenu dans notre pays, maintenant tu es des nôtres. » Voilà, ça, c'est de la confiance en soi. Ça, c'est savoir que sa culture, c'est tellement l'élite qu'elle n'a peur de personne. Elle est au-dessus. Voilà, ça, c'est un pays fier. Vous souhaitez une communauté homogène où tout le monde se ressemble, mais est-ce que déjà, c'est un gage de qualité, ça? Est-ce que c'est pas un truc de tapette, de lâche, de vouloir ça? C'est du confort, ça. Mais dans ces échanges, t'es pas obligé de t'écraser, hein. Mais bon, si dans ta tête, tu fais rentrer en compétition les cultures, que tu les hiérarchises, forcément, tu vas croire que l'une va se faire bouffer par l'autre. En plus, rien que par ta peur avec tes grands remplacements,
Ça veut dire aussi que inconsciemment, tu crois que la France est faible. Tu n'as pas conscience de sa grandeur. En tout cas, tu l'as pas intériorisée. Parce que si elle était si grande, elle devrait gagner dans tous les échanges, non ? Enfin bref, la culture, c'est un bien, c'est un objet qui se décuple. À ma connaissance, si je vous la donne, je ne la perds pas. C'est pas un échange monétaire. Qu'est-ce qui fait disparaître les cultures ? C'est d'arrêter de les pratiquer, de les transmettre. Mais pourtant, les mecs qui sont là, ma culture va s'effondrer, c'est des bandeurs de guerre. Mais vous allez crever. Et sans vous, pour faire vivre votre façon de vivre, votre art de vivre, vous allez disparaître. La guerre fait disparaître vos histoires individuelles. Les morts n'écrivent pas l'histoire. Hein. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture d'organiser la mort de l'art de vivre, qui fleurit encore à nos pieds. Et en parlant de l'acheter, Bassem, Balchi, Papacito, les noms que vous voulez, sont faibles, car ils sont obligés de taper, d'insulter, car ils sont dans l'incapacité de changer les autres par la parole. C'est ça, la faiblesse. En agissant de cette manière, en étant faible, qui, par son comportement, abîme l'image de son pays, de son identité. Vous êtes nationaliste, ok, mais vous êtes des nationalistes de merde. Vous pensez être viril, être des hommes, mais vous êtes des petits garçons qui ont du mal à se maîtriser. Et c'est ok, ça va bien se passer. J'ai ramené du chocolat. Ah, on pépite raisin. Et c'est pas grave d'être faible. Nous aussi, les gauchistes, on l'est. C'est pour ça qu'on a besoin d'une révolution, car nos idées, nos paroles ne suffisent pas à changer le monde. La France a peur. Et maintenant, on va se demander si cette peur du métissage culturel a un sens. Ce que je comprends pas, c'est quel sens mon droit tardé met là-dedans. Car préserver et protéger la culture, le mode de vie de ses ancêtres, il y a une certaine beauté là-dedans, à se battre contre l'oubli. Mais c'est pas du tout ce que vous faites. Vous êtes là à faire la police morale et à savoir qui sont les vrais Français. Comme j'ai déjà dit, tu devrais pas plutôt faire vivre ta culture. Non, eux, les droitards, préfèrent acheter des formations sur la liberté financière, la crypto-monnaie, et le plus marrant, les formations séduction. Je suis différent. Bah ouais, en vrai de vrai, t'es un droitardé, tu vas transmettre quoi, toi ? Arrête de mentir, vous allez rien transmettre, vous êtes là les dumlards. Tu vas transmettre quoi, les valeurs du racisme ? Bref, de toute façon, n'aie pas peur, mon petit coquin. Je crois qu'il est impossible de tout transmettre et de préserver. Déjà, il faudra accumuler un pavé incommensurable de choses, et en plus, il faudrait que la personne en face de toi soit réceptive. Et oui, encore une fois, ton gosse peut en avoir rien à péter de ta culture. Mais ne t'inquiète pas, il y a des sciences qui permettront de faire vivre ta culture au-delà de toi. Merci l'histoire, merci l'anthropologie, et peut-être même l'archéologie selon ce que l'avenir nous réserve. Mais est-ce que la culture qui survit, c'est pas celle que les riches veulent ? Mais on en reparle après. Bon bref, je ne suis pas pour ou contre métissage. Comme j'ai dit avant, c'est ce qui fait une culture. Une société est multiculturelle par essence. Il faut accepter que oui, les cultures individuelles, communautaires, etc. vont s'échanger, se repousser, s'hybrider, on s'en bat les couilles. Croire au métissage, c'est déjà partir du principe qu'il y a des blocs d'identité différentes, alors qu'on est déjà tous différents individuellement, déjà à la naissance. Même deux jumeaux ne seront jamais psychologiquement identiques. Ils ne s'approprieront jamais la culture de la même façon. Ma position, c'est surtout que je ne veux pas qu'une culture nationale ou autre me définisse. Ce qui me définit, c'est ma culture intime, personnelle. On va prendre mon exemple. De sang, je suis hispano-vénézuélien. Né en France, d'un daron anarchiste et d'une daronne qui a vu l'arnaque socialiste dans son pays. Enfin bref, moi je nais là aléatoirement sans rien demander à personne, en plus avec une tête d'arabe. Alors ce qui va compter là, c'est comment j'ai absorbé pendant mon éducation ce mélange culturel, les goûts que je vais développer, pour le cinéma, pour le sport, pour d'autres choses. Et surtout, quel sens je vais donner à tout ça, à cet héritage culturel. Genre là, je vais avoir mes papiers espagnols, mais l'Espagne que je vais connaître, c'est plus l'Espagne qu'a connue ma grand-mère, mon grand-père. Leur Barcelone n'existe plus. C'est même plus l'Espagne que mon daron a connue. Donc à moi de voir ce que je vais en faire de cet héritage culturel. Faut pas oublier que la culture s'acquiert. Elle n'est pas héréditaire génétiquement. Alors qu'est-ce qui m'empêche de me saisir d'une autre culture ? Si je préfère, je sais pas moi, faire le bandeur du Japon à la place, bon, ok, je vais être malaisant, ce sera sûrement de mauvais goût comme les blanches qui sont des tresses africaines, mais qu'est-ce qui m'en empêche ? Pourquoi ça vous obsède autant, Météo Lupin ? Dans 50 ans, même avant, la France que vous avez connue aura changé. Non ! Hormis la religion qui se veut fixe mais qui s'adapte en vrai, mais bref, rien que d'un point de vue environnemental, il y aura un changement avec un impact sur les pratiques culturelles. Exemple au Maroc. Ouais les Marocains ! Malgré des plans d'adaptation écologique, comme dans le reste du monde, les nappes s'épuisent dans certaines régions. Vous pouvez de moins en moins irriguer comme vous voulez vos plantations. Avec le réchauffement, il est probable que vous adoptiez à pas mal de choses, ce qui fera sûrement mourir des pratiques ancestrales, des manières de planter, etc. Et les laisser à l'histoire. Et peut-être que les Français auront besoin de ces savoirs que vous avez accumulés pendant des années, quand il fera bien chaud dans notre sud.
On refera peut-être vivre d'une certaine façon vos pratiques, ou au moins s'en inspirer. Même actuellement, ça change, comme ces vignerons qui peu à peu délaissent les vignes pour reprendre l'agriculture d'olivier. En plus, les Français, vous aimez bien le couscous, bah préparez-vous. Avec le réchauffement, vous boufferez bientôt que ça. D'ailleurs, j'ai déjà acheté ma là-bas, et en plus, comme je ressemble à un rebeu, ça passe crème. L'assimilation sera rapide. Et peut-être que de nouvelles méthodes émergeront, comme celle du Gandalf français qui fait pousser des tomates sur des pierres, et que sa méthode deviendra peut-être une façon traditionnelle de faire de l'agriculture chez nous dans 100 ans. Ou un exemple récent, l'agriculteur Yacouba Saodogo, qu'on appelle l'homme qui arrêta le désert, a fait évoluer une ancienne pratique qui s'appelle le zaï, et maintenant de nombreux agriculteurs burkinabés et nigérians font culture de cette pratique, qui deviendra sûrement tradition. Mais sachez que vous, les droits tardés, vous êtes plus proches des mecs qui ont voulu brûler ses champs, qui l'insultaient en disant qu'il allait contre la tradition, qui l'insultaient aussi de sorcier, que de mecs comme lui qui font évoluer et vivre la culture. Avoir une culture fixe est un frein à l'adaptation. Donc pour continuer, on va d'abord se concentrer sur l'individuel, parce que déjà, il y a la possibilité de mal répéter une pratique culturelle. Exemple, si je fais mal les plats que ma mère m'a transmis, déjà, ils ne seront pas forcément identiques, et on le voit bien dans les recettes tradies, tout le monde a sa façon de faire. Alors qu'on me la transmette oralement ou que je l'apprenne d'un livre, même si bon, les livres tendent à créer une norme avec une façon de faire, dans tous les cas, ce sera une réinterprétation de cette recette. Mais restera le fait de faire la recette, la performance et le moment de partage qui suit. Alors évidemment, si pour toi, il faut que la tradition soit identique à chaque génération, c'est que t'es bien plus stupide que ce que tu penses. C'est un but qui est impossible, les cultures évoluent, et pas toujours en bien, hein. Y a que le McDo qui est toujours pareil, non, 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 et est-ce que tu veux vraiment garder un truc aussi fade, si médiocre? Et juste un truc, je pense que si t'es religieux, la conservation de ta culture ethnique devrait être le cadet de tes soucis, car tu crois dans le paradis, et dans l'immortalité, tu pourras faire culture après ta mort, donc concentre-toi sur ta foi. Bon, pour ceux qui auraient des doutes, la créolisation, elle est déjà là, dans tout ce que tu fais. Boire un café, par exemple, c'est quoi? C'est boire une boisson étrangère. Ça vient ni de France ni d'Europe, mais c'est devenu une habitude culturelle. Aucun objet autour de toi est purement du pays dans lequel tu te trouves. Même si sa confection est locale, la source du savoir et les outils qui ont permis que l'objet existe sont multiples. Par exemple, le pain qui vient des Phéniciens, ça a traversé le temps, les évolutions, les moyens techniques pour qu'on puisse créer notre baguette à nous. Et je vais me répéter, mais je peux comprendre les conservateurs qui voient une certaine beauté à conserver et à transmettre l'héritage. Mais tout a une mort, même l'univers, d'une certaine façon. Mais on garde ça pour la fin de la vidéo. Bon, du coup, on va sortir du cadre individuel pour parler du groupe. Bon, j'aurais pu dire encore 10 000 choses, mais pour faire simple, chaque mariage est un métissage. Et encore, je dis mariage parce que c'était le point d'entrée dans le sujet. Mais en fait, chaque vie, chaque personne a sa propre culture individuelle. Donc oui, c'est un peu bête dit comme ça, mais dans une même région, dans un même village, aussi petit soit-il, dans une même famille, d'une personne à une autre, on ne réagit pas de la même façon aux choses. On est déjà tous différents, même en ayant une culture communautaire. Mais vous vous attardez sur un métissage visuel. En parlant de mariage, j'ai assisté à la dot d'une pote. Et les anciens qui se sont chargés des négociations ont un moment dit que ma pote valait plus cher car elle était plus claire. C'est une métisse. Est-ce qu'à notre époque, on ne devrait pas pouvoir faire évoluer cette tradition pour que, au moins, elle ne soit plus indexée sur la couleur de peau? Surtout si c'est pour valoriser des normes coloniales. Il faut accepter que nos ancêtres n'étaient pas parfaits. Ils pouvaient être cons, intelligents, mauvais. C'était des individus, quoi. Qui avaient leurs rêves, leurs contradictions, leurs défauts. Ce que vous aimez, c'est pas l'histoire, c'est le roman national. Ce truc qui dit que oui, vos ancêtres étaient de grands hommes, blablabla, blablabla, ils étaient glorieux. Mais frérot, c'est un scam, c'était des humains. Ils étaient autant médiocres que toi, voire plus. Enfin, des humains, quoi. Il y a peut-être parfois pas de sens à faire survivre un héritage. Exemple, imaginez que votre père était un gros racelard qui a torturé des gens pendant la guerre d'Algérie et qui a créé un parti avec d'anciens nazillards. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à faire survivre cet héritage familial, n'est-ce pas? Mais pour être un peu plus nuancé, moi par exemple, je suis pas pour la cancel culture. Je ne suis pas pour effacer des faits, même si je sais que c'est plus nuancé que ça. Hein. C'est peut-être con, mais moi je préfère laisser une trace, un exemple pour qu'on ne recommence plus. Et que ça sert d'avertissement, voilà ce qui se passe par exemple avec la dot, quand on te force à valoriser des blancs pendant des siècles. Après, il y a des trucs où je me dis pourquoi pas, par exemple le déboulonnage, tout ça, ok. Même si moi je préférais une modification des statuts ou d'autres symboles. Et pas juste des tags sur des statuts. Ça permettrait peut-être d'arrêter d'idéaliser le passé. Et pour en revenir à la dot, pour les salauds qui seraient là en mode « Mais tu te rends compte, on voit une femme, Moukave !» Arrête de faire l'occidental, ça se voit que tu connais pas. Bon, on parle pas des trucs qui se passent en Inde. Hein. Déjà, en France, la plupart des dots, elles sont symboliques, donc on se calme. Puis ceux qui en parlent pour supposer que c'est des mariages de raison, bon, déjà, en France, c'était monnaie courante avant, hein. Et même maintenant, c'est même le fonds de commerce des droits tardés. Vos coachs en séduction qui vous disent de devenir des mecs avec un gros capital économique et social, c'est pas pour des mariages d'amour, hein.
Mais prioriser l'amour, cette variable aussi fragile, c'est une vision occidentale, récente et de confort. Je m'explique. C'est notre mode de vie actuel privilégié qui permet de mettre l'amour en priorité dans nos vies. Et comme variable de la pérennité du couple aussi. Grâce à la liberté de pouvoir divorcer, etc. Blablabla. Mais d'ailleurs, l'amour qui vient avec le temps, c'est une réalité que beaucoup de Français choisissent. Bref, on va agrandir la loupe au pays, il est impossible d'assimiler tous les faits d'une culture nationale. Parce que, par exemple, la culture française, la France, c'est un mot creux, comme dirait quelqu'un de plus intelligent que moi. Chacun fait sa petite cuisine et va aller puiser dans l'histoire ce qui lui agrée, et ça c'est la bonne France. Et puis ça c'est nul, ça c'est la mauvaise France. Mais pourquoi est-ce qu'on s'encombre, théoriquement et discursivement, du mot France? Puisque très clairement, nous avons tellement de propositions politiques et historiques qu'a hébergé ce territoire qui s'appelle la France, qui est d'ailleurs très évolutif historiquement, cette nation qui s'appelle la France, et tellement de propositions très différentes, variables, très fascistes, très d'extrême gauche, progressiste, centre-gauche, machin, bourgeois, pas bourgeois, un peu capitaliste, beaucoup, je t'aime passionnément, un peu beaucoup, que je ne comprends pas pourquoi on s'embarrasse encore de ce truc qui est définitivement une coquille vide. Définitivement une coquille vide. Preuve en est qu'à chaque fois qu'on dit le mot France, il faut tout de suite lui ajouter d'autres choses. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on s'encombre encore de ça, parce qu'on s'encombre le cerveau. Et en s'encombrant le cerveau, on ne s'aide pas soi-même à être clair. La France, c'est un mot fourre-tout. C'est quoi être français? Boire du vin, manger du fromage, du pain, ça suffit pour être français? Ou suffit peut-être de parler français? Mais il y a beaucoup d'Africains qui parlent français, donc bon. Et je peux faire ça des heures. Et c'est voulu que France soit floue. Et ça vaut pour tous les pays. Pour contrôler la variable, le fait que chacun va comprendre les choses différemment, il faut créer une identité floue qui parle faussement à tout le monde. Chacun a sa vision de la France et peut s'en réclamer. Mais la pureté culturelle, une culture fixe, n'existe pas. Et cela signifierait même son arrêt de mort, comme le dit beaucoup d'anthropologues. Et surtout, après avoir dit ça, pourquoi l'identité culturelle devrait forcément être liée à un pays? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que tu caches? C'est quoi cette volonté d'essentialiser les humains? Eh bien, les puissants, ils tracent les frontières d'un État, et puis après, tous ces connards dans l'enclos, bah, faut bien les unifier, faut bien qu'ils se sentent obligés de rester, hein. Alors on fait gober le roman national. Le patriotisme essaye de se confondre, de venir se coller avec l'attachement à ta terre, à ta ville, ton quartier, ton attachement local. C'est le patrimoine culturel qui va te faire croire à un sentiment d'identité culturelle large, fixe, à une continuité, linéaire, que tu puisses te dire « ça c'est mon histoire, ici c'est chez moi, voilà, bouffe là ta propagande !» Alors que de base, la map du chasseur-cueilleur, bah, c'est le monde entier. Hein. Mais bon, je comprends qu'on puisse aimer l'endroit où on a grandi. Mais le patrimoine fait en sorte de fabriquer une distinction, une frontière entre les hommes. Dans le patrimoine culturel, donc à lien faible mais à objet fort, c'est la distinction qui l'emporte, plus la cohésion interne, mais la distinction vis-à-vis des autres. Et la dynamique et la tension se portent non plus sur les liens internes, mais sur les frontières du groupe. La tension est plutôt sur ce qui différencie, ce qui va nous différencier des gens qui ne reconnaissent pas, qui ne s'identifient pas à nos objets forts. Mais le patrimoine fait en sorte de fabriquer une distinction, une frontière entre les humains. Et pour ceux qui comprennent pas, on va détourner le drapeau LGBT pour que je me fasse taper dessus par mes gauchos. Donc là, c'est comment on nous vend le monde. Chacun sa couleur, sa culture, les Renois, les Chinguis, les Rebeux, les Kéloqués, ça c'est le mot qu'on utilise nous pour dire les Latinos, les Guer, les Français, les Allemands, etc. Bref, un monde où chacun a sa place, un monde séparé de frontières géographiques et culturelles, langues, etc., qui ne se mélange pas, fermé dans sa couleur, son identité. Alors que la culture, c'est fluide, ça devrait plutôt être représenté comme ça. C'est un peu simpliste, mais voilà, t'as compris. Les dominants se servent de la culture pour t'attribuer une place, ou plutôt un bout de table, hein, faut pas croire, et que tu y restes surtout. Travail, esclave, travail! Genre, qui viendra me dire qu'un mec d'Alsace, qui est un Allemand mental, sera pareil qu'un mec du Sud-Ouest, qu'un Marseillais, qu'un Parisien, même juste au niveau de la bouffe? C'est pas les mêmes plats. Et est-ce que c'est si grave que ça? Tant qu'on n'oppose pas les gens et qu'ils respectent une base, par exemple des lois, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce qu'ils font chez eux? D'ailleurs, encore un petit message aux conservateurs, si tu veux vraiment le monde d'avant, c'est beaucoup plus un monde sans nation dans l'histoire humaine. Hein. Et est-ce que t'aimes bien ton peuple quand tu le bloques dans des traditions? Bon, pour être juste, il y a un truc où je suis assez d'accord avec Bassem, c'est qu'il y a des échanges culturels qui n'auraient jamais dû voir le jour. Genre l'artiste et la culture américaine de merde. En fait si, quel chef-d'œuvre! Sinon je vais me faire mêler par les mecs de Bondy, pardon. J'espère l'artiste a pris ton billet. Mais quand même, une culture dominante qui arrive à te faire croire que faire un film de héros, ça serait stylé. Mais quel bonheur! Et comme écrit Bertolt Brecht, malheureux le pays qui a besoin de héros. Bon voilà, ça c'est ce que je pense à peu près du métissage culturel, parce que je pourrais continuer encore longtemps. Mais est-ce qu'on peut aborder ce sujet sans aborder l'appropriation culturelle? Car dans un monde de l'information où on a accès à toutes les cultures, pourquoi se limiter à la sienne? Oh Oh putain! Oh, ça te dérange de ouf! Ça le dérange de ouf, ça le dérange.
Non, là, c'est parfait. Ben mec, hein, projette pas ton racisme sur moi. C'est bon, t'as vu une tête de rebeu, là, t'es en train de... Moi, j'ai le droit. T'as pas le droit, mon vieux. Bon, ok, j'ai du sang amérindien du Sud et pas du Nord, c'est une coiffe du Nord, mais... Ah, ça y est, t'es chiant. J'étais cancel. Bon, l'appropriation culturelle, c'est quoi? Eh bah, le problème, c'est que c'est un mot polysémique, qui a plusieurs sens. Et la définition que la gauche décoloniale utilise dans ce que moi, je comprends, hein, c'est que le concept d'appropriation culturelle, c'est un outil dans notre système de domination, le capitalisme, qui permet de mettre en lumière un accaparement par des dominants d'éléments matériels ou immatériels d'une culture. Ça permet aussi de montrer comment les populations dominantes participent à l'invisibilisation des communautés dominées, mais aussi à la reproduction de visions stéréotypées des cultures et au renforcement des inégalités économiques. Tout ça en définissant la valeur, le sens et l'esthétique de ce qu'ils se sont appropriés. C'était long. Mais pour moi, l'appropriation culturelle, il sème la confusion parce que, comme je l'ai dit, il est polysémique. Moi, je préfère prédation culturelle, ça marche mieux, on comprend tout de suite des gros qui bouffent des petits. Et surtout, l'appropriation culturelle en soi, on en fait tous. Pour rappel, on acquiert la culture, on se l'approprie et on en a besoin pour évoluer. Mais bref, j'aime pas ce mot. D'ailleurs, pour moi, l'appropriation culturelle, il fait d'une certaine façon le jeu de l'extrême droite. Racisme. Encore une fois, je sais bien que c'est un concept qui a été trouvé dans notre système actuel pour lutter contre la prédation culturelle des dominants. Mais il renvoie toujours à une identité culturelle ethnique. Et j'ai même parfois l'impression d'entendre des « Hey, tu me copies, c'est moi qui devrais être à ta place », qui est pour moi plus une inquiétude de petit bourgeois qui veut sa part du gâteau que de vraiment parler du problème de base qui est qu'on privatise des choses. La culture devient une marchandise. Et en tant qu'extrême gauchiste, il ne faut pas oublier que, ok, le concept est bien dans notre contexte, mais il a pour but de ne plus être utilisé, car dans notre société idéale, la culture appartiendrait à tous. Et attention, ça ne veut pas dire une culture mondiale unique. Ça, c'est le projet américain. Mais ça serait de permettre une façon de cohabiter où toutes les cultures individuelles puissent vivre, sans propriété culturelle et intellectuelle. La liberté de culte et une libre circulation des connaissances. Et là, je vois ceux qui me diraient « Oui, mais comment on fait pour unifier les gens, pour que tout le monde puisse se parler, blablabla ?» Bah là, tout de suite, dans le monde entier, on utilise bien l'anglais américain comme langue internationale. Bon, moi, je préférais que ce soit le français ou l'espagnol. Hein. Mais est-ce que ça nous empêche de parler d'autres langues ? Et du coup, pour faire cette vidéo, j'ai regardé beaucoup de contenu et il y avait beaucoup de meufs qui étaient en mode « Oui, mais quand des blancs portent un truc, ça devient à la mode. Avant, je pouvais pas le porter. » Non mais attends, pauvre, tu découvres que les dominants font la mode. Mais ça montre surtout quelque chose, c'est que tu as besoin que ce soit à la mode ou accepté socialement pour pouvoir porter ou assumer un vêtement. Mouton, va. D'ailleurs, le fait que la bourgeoisie occidentale décide de ce qui est légitime ou non, est-ce que c'est pas ça, la vraie appropriation culturelle? Contrôler la culture, c'est aussi contrôler le goût des gens, le bon goût, la bonne musique, par exemple, et tout ce qui découle de la culture, et ce qui doit disparaître. Imaginez les conséquences, le nombre de pratiques culturelles, de savoirs, de traditions qui se sont perdues et qui ont été perdues parce qu'on hiérarchise les cultures. C'est ce qui s'est passé avec les langues, avec le jacobinisme en France, je crois. Enfin, je crois que c'est un abus de langage, mais bref. Bref, et est-ce que croire à un faux sentiment d'appartenance, à une identité qu'on t'a imposée à la naissance, croire que les choses nous appartiennent, croire au roman national, est-ce que c'est pas croire à la conception du monde des dominants, et peu importe le pays, hein. Parce que oui, t'es français, mais la France ne t'appartient pas. Tu décides de rien. T'as le même pouvoir que Macron, que les grands bourgeois. Demain, si le président et la bourgeoisie décident que c'est la guerre, tu vas fermer ta gueule, tu iras défendre leurs intérêts contre les intérêts de riches d'un autre pays. Et eux, ils vont à la guerre. Alors oui, t'en bénéficies un peu, ils te jettent les restes. Tiens, chien, un peu de confort. Une télé et de l'eau chaude, mais c'est tout. Et j'ai envie de parler Bassem parce que les mecs comme lui, ils touchent presque du doigt ce qui ne va pas quand ils critiquent le marketing des pubs super crades comme Inch'Allah.com par exemple. En gros, la pub est supposée que l'appli c'était un bésodrome, mais t'inquiète, hein, dans le respect, hein. Et il a raison, c'est sûrement des enfoirés de boutiquiers qui se sont appropriés votre esthétique pour faire une pub et du fric. Mais est-ce que tu te rends compte que tu fais leur pub? Ta vidéo, c'est celle qui sort en premier quand on tape leur nom. Et en plus, t'invites des mecs qui affirment que c'est un bésodrome. J'ai rencontré au moins, sans mentir, 109. 109. D'ailleurs, s'il y a des gens du public de Bassem, j'ai vu que vous laissiez des petits commentaires là. Arrêtez d'être dupes. Le fait qu'ils surréagissent à tout, qu'ils soient insultants, etc., c'est voulu, c'est son fond de commerce. C'est ce qu'on attend de lui. Et moi, ça me fait rire, hein. Bon, j'ai honte. Bon, j'aimerais avoir son talent, mais vous l'encouragez, c'est un amuseur, un petit plaisantin. Tu fais le pitre, mon petit Bassem, le pitre. Sur Lupin, va. D'ailleurs, l'appropriation culturelle, c'est un outil moral, mais est-ce que les marques obéissent à la morale? Parfois, ils se font choper, oui, bon. Mais au pire, dans la description, ils mettront « Inspiration ethnique, c'est de l'appréciation culturelle, on vous adore. » Et ça continue. Les groupes pharmaceutiques dans la jungle qui envoient des intellos piquer des savoirs traditionnels pour faire des médocs et faire du fric, bah, ça continue aussi. Est-ce que ça change quelque chose? Bah pas trop. Comme les indigènes ne sont pas suffisamment reconnus et protégés par les systèmes classiques de propriété intellectuelle, ils ne payent pas leur légitimité, on exploite facilement leurs connaissances.
Et même s'ils se font choper, il y aura toujours un fils de pute de la com pour dire « Nous apprécions votre culture, on a fait ces vêtements, mais ne vous inquiétez pas, on vous a dédicacé et on a même prévu 200 € pour vous, c'est un cadeau. » Toujours des miettes. Bref, autour de l'appropriation culturelle, il y a aussi un truc de légitimité que j'aime pas non plus. Car en quoi le fait que je sois de la culture ethnique, putain j'en ai marre de le dire, culture, en quoi ça me permet de monopoliser un élément de cette identité? Genre, imaginons, moi, français, j'arrive à créer un monopole sur le champagne, la haute couture, je pose des brevets, des marques sur plein de savoir-faire français. Je me sers bien d'une culture qui est censée appartenir à tous les Français, non? En plus, j'essaie de pas payer d'impôts. Est-ce que ça compte ça pour vous comme une prédation culturelle? D'ailleurs, c'est aussi s'approprier la créativité légitime, le vrai champagne, la vraie mode, et même l'évolution de ses savoir-faire. Bon, après les mecs comme ça, ils copient, ils pillent la connaissance de tout le monde sur la planète, y compris de leur pays, mais quand 3 Shingi font de la contrefaçon, ils sont en PLS. Avoir si peur de la copie, c'est de la faiblesse. Copiez-moi, je serais mieux que vous, copiez-moi. On aime la compétition, non? Bref, nique les brevets, nique la propriété intellectuelle. Bon, on continue. La culture dépend de l'histoire, mais aussi de l'environnement. Un olivier, si ça pousse pas chez toi, bah pas de tradition autour de l'huile d'olive. Mais un autre exemple simple, la patate qui vient d'Amérique latine, ça a pu pousser en Europe, alors l'Europe se l'est appropriée, puis a fait culture autour de cet aliment. Les individus ont créé des plats, des habitudes. Alors, je peux dire que la raclette, ça vient un peu de chez moi, non? Si on parle en termes d'origine. Mais du coup, ce que je veux questionner avec cet exemple, c'est est-ce qu'on peut vraiment s'identifier ou se sentir légitime à quelque chose qui ne dépend pas de nous? Un exemple de merde, si un jour on colonise d'autres planètes et que aucun de nos fruits et légumes ne pousse sur cette planète, faudra bien créer de nouvelles recettes, de nouvelles habitudes par rapport à ce qu'il y a sur place. L'adaptation. Un autre exemple, le sport. Il est peu probable que tu développes une tradition autour de l'alpinisme si tu n'as aucun relief, aucune montagne dans ton environnement. Et maintenant que tout est disponible, pourquoi je devrais me limiter? Juste parce que mes ancêtres ne le faisaient pas? Et est-ce qu'on peut pas imaginer la possibilité de créer de nouvelles traditions ou au moins d'en faire l'évolution? Moi, par exemple, en tant qu'Espagnol, j'ai le droit d'en parler. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter la corrida ou peut-être une autre forme de faire des jeux de colisée sans prendre la vie d'un être vivant juste pour un divertissement? Genre les combats de gladiateurs, ça a pris une nouvelle forme maintenant, on a le MMA. Soyez inventifs, je sais pas moi, l'homme contre la machine. Et si on veut absolument rester dans les traditions, est-ce qu'on peut pas imaginer une corrida où il faudrait plutôt attraper le taureau au lieu de le tuer pour réaffirmer la domination de l'homme viril? Ou faites Interville avec la vachette, là, bon en France il l'a enlevé, mais pour nous ce serait déjà un petit changement. D'ailleurs corrida, virilité... virilité... J'ai vu Taldes de Soledad, c'est 2 heures de docu sur un toréador, et j'aurais du mal à dire que Jérém Star a tort, hein. Qu'est-ce que c'était gay? Hop, on vient de taper une main et on va se cacher comme une derrière une barrière de bois. Pas d'homophobie, s'il vous plaît. Et puis même si demain ça s'arrête totalement, bah l'histoire sera là pour en parler. Mais bon, il faut déjà que vous y intéressiez, hein, et pour de vrai. Hein. Et bref, les éléments culturels dont on s'apprenne, qu'on s'approprie, servent aussi d'ornement, d'objet de distinction. On surjoue notre propre culture. Comme des acteurs, on performe même notre culture. Il y a juste à voir les patriotes comment ils surjouent le français, ou les Algériens. Vu que t'es censé être d'une culture, tu crois que tu dois te comporter de telle ou telle façon. Sinon, tu n'es pas un vrai français. Tu n'es pas un vrai DZ, tu n'es pas un vrai insérer le pays. Ça marche partout. Pour moi, c'est une sorte de racisme intégré car on essaye et on t'essaye de faire correspondre un stéréotype qui laisse peu de place à l'individualité et sert même à l'exclure. Mais ça, on le voit juste après. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Bon, normalement, j'avais prévu une autre tenue, mais j'ai trop froid. Bref. Et si la culture était un outil de puissance, d'influence, de domestication pour les puissants? Et comme on l'a dit au début, un outil de distinction entre les hommes pour les séparer. Nous, on est comme ça, le voisin comme ci, et se servant de l'identité comme socle pour justifier les pouvoirs et une unité de façade. Bah oui, justifiant la nation, il faut garder des chefs français, des chefs allemands. Et vous, les gueux, les pecnos, là, attention! Ne vous mélangez pas, vous serez effacés. Soyez tous les mêmes. Attention, c'est la crise identitaire, tu vas te faire grand remplacer. Alors en vrai, en tant qu'humain qui spawn aléatoirement sur la Terre, tu n'es que le fruit de ton interaction avec ton environnement. De base, on ne naît pas avec la nation dans la tête. Les dominants ont aussi besoin de hiérarchiser, de mettre en concurrence les cultures, pour illégitimer les individus. Si je te dis qu'en face c'est des sauvages, des barbares, des terroristes pour être actuel, ça permet de les essentialiser en masse, et de leur faire ce qu'on veut, et de t'envoyer à la guerre. On va les niquer ces sauvages, bombardez-moi tout ça. Allez hop, toi, en esclavage. Le contrôle sur des savoirs, ça permet même de faire des os humains, de créer de la racialisation, des clichés. Exemple, l'homme noir hypersexuel et la femme noire insatiable, une tigresse. Et ça a des répercussions sur le présent. Parce que je pense que le métis, il doit la tromper à tout va. Fruit de la passion. J'aime quand tu me touches. Fruit de la passion. C'est intimal. Mais c'est obligatoire. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et le pompon, c'est d'intérioriser sa domination, son infériorité. Et ça aussi, ça a des conséquences. J'avais pris au début de la vidéo l'exemple que j'avais vu dans la dot.
Mais moi, en tant que latino-américain, j'ai souvent entendu des « Mira, tiene que mejorar la raza ». C'est améliorer la race, dans le métissage. Hein. En gros, faut prendre des bons traits d'un peu partout. C'est un discours eugéniste. Hein. Et quand j'avais encore des cheveux, ils étaient mi-frisés, mi-bouclés, on disait que j'avais le pelo malo, le cheveu mauvais. Car pour eux, c'est mieux d'avoir le cheveu lisse. Évidemment, ça crée des normes. Où là-bas, une femme, la mode, c'est d'avoir des traits européens ou amérindiens sur le visage, la peau métisse et le corps africain. Donc hiérarchiser la culture, comme je viens de le dire, ça crée des normes. Ça permet de dire ce qui est officiel, ce qui est reconnu. Et parfois, c'est seulement quand un truc ramène du fric qu'on le valide, qu'on le légitime. Par exemple, le rap ou même l'activité d'influenceur. Ça permet aussi de décider de ce qui est universel. Ça a une influence sur nous. Exemple, si tu étais plus choqué par ma coiffe nord native américaine que par mon costume européen, il y a bien une raison. D'ailleurs, pour ceux qui disent « T'as pas le droit de dire amérindien, nana », là, je vous vois comme homme blanc qui dit à peau rouge ce qu'il doit dire. Hein. Ok, moi, je suis grave mélangé, je suis cartéron, mais je me serais mal vu dire à ma grand-mère « Mira, no tiene que decir India ». Elle s'appelle comme elle a envie, en fait. Nous, c'est connoté en mode indigène, hein, mais bref. Ce contrôle sur les normes permet des choses vraiment sophistiquées, je trouve, comme créer une élite noire arabe qui sera les premiers à attaquer les autres noirs arabes pauvres pour montrer aux dominants « Regarde, s'il te plaît, je suis pas comme eux, j'ai ma place avec vous, s'il te plaît !» Comme on le voit, j'ai envie de dire, avec les Arabes en France, une normalisation d'une certaine classe bourgeoise arabe qui va être au premier rang de la mission anti-arabe. Oui. La conséquence de ça, c'est que finalement, soi-disant, il y avait des places à prendre et qu'il y avait le racisme n'existe pas, mais qui joue le rôle anti-arabe en premier? Les Arabes. Donc il y avait bien un projet dans le fait de te faire monter socialement. On arrive même, alors que t'es né au hasard dans un enclos avec des frontières, à te donner un sentiment de fierté, d'appartenance à quelque chose qui te dépasse, en créant des fantasmes de grandeur. Voilà, obéis garçon, obéis. On est domestiqué, alors que de base, rien ne t'empêche de faire ta maison où que tu le veuilles. Sauf la propriété privée, mais ça, on le garde pour une autre vidéo. Mais c'est justement cette idée qui fait norme dans le capitalisme, et c'est même une de ses bases, si ce n'est sa base. Bref, le soft power américain, coréen, japonais, etc., ça fait partie de tout ça. Essayer de devenir hégémonique culturellement, ça sert à étendre son influence, son marché, son pouvoir. C'est une manière de faire la guerre sans armes. Bon, et pour avoir la main mise sur le contrôle de la transmission, pour avoir ce pouvoir, il faut contrôler les moyens de transmission de la culture, des savoirs, de l'information, de l'art, etc. Bref, l'enjeu de la transmission culturelle dans les groupes humains, c'est que c'est une recréation de la communauté à chaque génération, avec des connaissances qui viennent se compiler, se superposer. Et à notre échelle, la famille nucléaire, je trouve qu'elle est un frein à la transmission. Normal, elle repose que sur 2 personnes, alors que la famille élargie, il y a plus de transmission possible. Mais bon, quantité ne veut pas dire qualité, mais c'est mon avis. Mais comme j'ai dit avant, on ne peut pas transmettre une culture à 100%. Et si tu tentes de créer une copie de français, d'une copie, au final, tu sais même plus pourquoi tu fais les choses, et tu finis avec des français dégénérés comme Thaïs Descuffon, quoi. Est-ce que ça valait le coup de maintenir tout ça, d'aller contre l'évolution? Surtout si c'est pour devenir des racelards qui ont peur du premier jeune métèque qui croise dans la rue. Les moyens de transmission et pratique de la culture, les médias, l'art, l'éducation scolaire, brevets, etc. sont monopolisés par les dominants. Bah oui, faut se demander pourquoi ils en ont besoin. C'est bien qu'on met le doigt sur un truc. Pourquoi ça les dérange quand il y a un truc nouveau? Pourquoi ils aiment pas le mouvement? Parce qu'ils n'en ont pas encore le contrôle. Car contrôler la culture et les moyens d'accéder à la connaissance, c'est contrôler le monde et aussi le marché. Et encore une fois, c'est mieux que les armes. Exemple, en te bombardant de propagande et de divertissement, les films de super-héros américains où on te montre que l'Amérique c'est bien, que l'Amérique c'est l'endroit où tout se décide, que sauver le monde, c'est sauver l'Amérique. Ou qu'il est normal que l'Amérique vienne intervenir chez toi, car c'est le bien. Bah oui, elle a le droit d'intervenir chez toi, c'est pour les gentils, voilà. Tuer les méchants, vive la démocratie. Et normaliser ça, ça a un impact. Ça permet de t'éloigner des vrais problèmes et de diviser les peuples. Il y a juste à voir les droitards. Mais il y a un signe pour moi qui montre qu'ils sont dans le confort, qu'ils sont en position de vainqueur, c'est qu'ils ont même pas besoin d'interdire des livres. Tu t'y intéresses plus. Allez-y les gauchistes, lisez. La masse s'en bat les couilles. On lui a enlevé ses envies d'aller plus loin, de s'élever. Tout est accessible aujourd'hui, ne vous laissez pas avoir mes frères. Ne finissez pas comme le droitardé qui s'énerve sur l'ennemi que lui montre CNews. Et n'oubliez pas aussi que l'école joue un rôle dans tout ça. Jusqu'au XXIe siècle, les conflits sociaux attisent la peur des élites politiques face aux masses. Elles utilisent alors l'éducation pour enseigner aux enfants que le statu quo est acceptable et qu'il n'y a aucune raison de se rebeller. Bon, rien avant, il y a un truc qui m'est venu et qui est un peu lié. Les puissants décident de ce qui est science, de ce qui est validé. Avant la physique, les sciences dures, c'était des trucs d'hérétiques.
Et maintenant, les sciences sociales, c'est des trucs de woke. Bah oui, les sciences sociales prouvent que le problème, c'est eux et le système. Ce qui est un peu contradictoire, c'est que les États étendent leur influence culturelle, mais en même temps, ils ont besoin de te maintenir en état de médiocrité. Il faudrait pas que tu sois trop intelligent. Et la France, qui est la 6e dans le Soft Power Global Index 2024, elle a plus une place pour l'instant dans une culture élitiste que dans une culture populaire. Genre, à part le rap, les émissions télé souvent copiées de l'étranger, des comédies françaises de merde et peut-être le jeu vidéo, est-ce que ça vous vient de beaucoup de choses de français qui sont accessibles culturellement? Genre, même au niveau de la créave, on va jamais au gastronomique, nous. En nous gardant en état de médiocrité avec l'école qui échoue, en faisant exprès pour moi à nous faire aimer des trucs un peu plus exigeants comme dans l'art par exemple, c'est logique qu'aujourd'hui les gueux français soient beaucoup plus influencés et intéressés pour consommer des éléments extérieurs, comme des mangas japonais, des séries américaines, ou encore le McDonald's, voilà la France des McDo. Voilà, on est au McDonald's, les amis, avec la femme. Ce qui devrait inquiéter les Français, c'est justement que les contenus qui lui sont adressés à la masse, ce soient des divertissements de merde. Voilà, donnez-leur du caca. Ils adorent ça, ces pecnos. Et moi, dans les trucs de merde que je regarde en ce moment, il y a Batman Absolute, et c'est merveilleux. Et j'ai vu un Batman pauvre shooter un nain, et ça c'était la joie. Bref, la cohabitation culturelle, c'est ce qu'on pratique tous. Même en nous, on habite plusieurs influences. Et ce qui compte pour vivre en société, c'est peut-être le socle commun, comme m'a dit un pote droitard. Mais l'important, est-ce que c'est vraiment l'identité des nations? Est-ce que ce serait pas plutôt qu'on soit tous d'accord sur des règles de vie? Comme intégrer le fait de pisser dans les chiottes et de pas poser nos pêches dans le salon, ou sur le trottoir pour des raisons logiques d'hygiène. Est-ce que c'est pas ça qui compte? Parce qu'en vrai, qu'est-ce que t'en as à péter que je ne mange rien de français chez moi? C'est moi qui passe à côté de quelque chose. C'est moi qui m'enferme, qui m'aliène dans mon identité ethnique. Mais c'est toi qui cherches à imposer un contrôle sur ma vie. Et je vais réutiliser un exemple actuel d'unification qui ne veut pas écraser les autres cultures, même si pour moi ça reste du soft power. Hein. Le fait d'avoir l'anglais comme langue internationale ne m'empêche pas d'investir ma langue maternelle. Elle permet de créer un pont entre tous les humains sur la planète. Bon, comme j'ai dit, je préfère que ce soit l'espagnol ou le français, comme avant la guerre. On pourrait aussi inventer une nouvelle langue. Bon, j'accuse beaucoup, mais il est normal de vouloir se raccrocher à une identité culturelle, à un groupe. C'est un réflexe qui est là depuis pas mal de temps, et peut-être depuis toujours si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Mais de la même façon qu'il est possible de parler plusieurs langues, parce que oui, on aurait pu naître dans un monde où c'est impossible. Hein. Pourquoi se limiter à une identité imposée à la naissance? Genre moi je parle le français, l'espagnol, le français modifié du 9-3, un peu l'anglais, bientôt le russe. Pourquoi me limiter dans ce que je suis, dans ce que j'aime? Moi je vais plus me sentir proche d'un espagnol cinéphile que d'un français qui parle que de foot. Et le gouverneur du peuple sera 1000 fois plus à l'aise avec moi dans un apéro qu'avec Bernard Arnault. Mais surtout ça ne m'empêche pas de faire société. Le socle commun pour qu'on cohabite tous ensemble, est-ce que ça doit vraiment être le patriotisme comme le disent les droitards? Est-ce qu'il faut bander sur le passé et croire que ça nous donne des possessions sur le présent? Il y a de ça dans les conflits actuels, non? Et si vous validez ça, rendez-moi l'Amérique, je suis amérindien. Bon, du sud, mais c'est pareil, je vous nique. Et ça serait pas la honte si dans 40 000 ans, quand on fera des voyages interstellaires, j'espère avoir pitié. Si on a toujours des droits tardés avec leur identité culturelle mondiale à faire... Putain, je peux plus les saquer, ces martiens. Je n'ai jusque là, c'est que des feignasses. Bon, faire survivre notre héritage culturel car on le croit important, ou plutôt on se sent important à travers lui, bah je peux comprendre, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Quel sens ça a face à la fin de l'univers? Et depuis, je suis forcé, contraint, obligé de dire la mangue. C'était une expérience biblique. Ça suffit! Ça suffit maintenant! Bon, déjà, on pourrait questionner, c'est quoi cette fascination pour les traces du passé, pour le mythe du premier homme ou du dernier homme? Pour moi, il y a un peu d'orgueil là-dedans, de croire qu'on est suffisamment important pour faire survivre notre histoire. Parce que je vais vous donner un scoop, notre planète a une date de péremption. Si l'humanité existe encore d'ici là. Même si on la protège de catastrophes écologiques, des astéroïdes, des explosions stellaires, notre soleil explosera. Et dans tous les scénarios de la fin de l'univers, la chose la plus probable, c'est qu'on disparaisse. Même en ayant fourni des efforts pour conserver notre culture, un mur se présentera à nous. Ou même préserver la vie, en tout cas la nôtre, sera sûrement impossible. Et du coup, quel sens ça a de se mettre des barres culturelles, etc., peu importe leur forme, du point de vue de l'univers? Et les athées ont leur jugement dernier, eux aussi. Bref, du coup, on devrait pas faire en sorte que tout le monde vive le mieux possible, car de toute façon, on va crever. On disparaîtra tous. Et tout ce qu'on connaît va disparaître. Et il faut pas déprimer, hein, la mort fait partie de la vie. Hein. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est préserver la vie le plus possible. Et peut-être qu'un jour, on réussira à trouver une technologie qui nous permet de sauver la vie, même après la fin de l'univers, pour sa prochaine expansion. Et peut-être que ça a déjà été fait. On sait pas, on sait pas, on sait pas.
On sait pas. Et peut-être qu'on est dans une boucle, et que le but c'est juste la survie. Mais où ça a commencé? Où est le commencement? Et en sachant ça, l'identité culturelle, la propriété culturelle, même à l'échelle de l'humanité, c'est au second plan, et c'est même du pipi de chat. Ça change tout le temps. Arrêtons de nous focaliser sur une petite période de l'histoire, et ayons une vision globale de l'humanité. Ma grand-mère amérindienne et mon grand-père afrodescendant, ils ont perdu de différentes manières leur civilisation, leur histoire, leur identité à cause du colonialisme, de l'esclavage, de l'impérialisme, à cause d'idées que les droits tardés et les puissants essaient de faire survivre aujourd'hui. Mais mes ancêtres, ils ont pu recréer une culture grâce à leurs connaissances, recréer de nouvelles identités. Et mes lointains petits-enfants en auront sûrement une autre. Il faut accepter que la culture, au moment où tu la vis, meurt. Et puis la laisser à l'histoire, aux arts et à l'oubli. Il y a des choses qui vont mourir dans une culture, le monde change. Des pratiques vont perdre leur utilité et peut-être qu'elles rentreront dans le patrimoine culturel de l'humanité. Et peut-être pas. À toi de faire vivre le reste, de réinventer des pratiques et faire vivre la culture. Et si maintenant on accepte l'évolution, le mouvement, que faire? Eh bah participer à l'évolution. Bon, le capitalisme nous empêche d'innover pour le sens commun. Pas de rendre le monde meilleur pour les humains, mais pour les riches. Mais bon, voilà, il faut déjà créer des moyens matériels de dépasser les idées patriotiques, déjà. Si tu veux vraiment faire survivre les individualités, il ne faut pas laisser les moyens de création et d'innovation aux riches. En plus, en vrai, ils aiment pas vraiment ça. Et eux, ils ont plus une culture de vernis, c'est des prouveurs. Ils font crari. Mais ils connaissent R. Mais ils ont des intérêts financiers dedans. Il faut investir les lieux comme l'opéra. Le théâtre, c'est pour tout le monde. La lecture, c'est pour tout le monde. Non, le cinéma d'auteur, c'est pas pour les bobos. Mais évidemment, si tu n'as jamais été en contact de ces choses-là, il va falloir d'abord t'éduquer. En plus, ces bourgeois, c'est des gens qui n'ont pas vécu. Si on vole leur code et qu'on les dépasse, c'est sûr qu'on va faire des meilleures créations qu'eux. Et ce qui est positif, c'est que si la création d'une culture commune, c'est une construction sociale, ça veut aussi dire qu'on peut faire culture sur autre chose. On peut créer une culture différente pour s'en servir contre eux. On peut et on va horizontaliser l'histoire. Évidemment, pour faire ça, il faut faire collectif dans nos créations et pour tout le reste. Mais aussi dans notre identité. Ok, t'aimes bien te mettre des étiquettes, t'es français, t'es chinois, algérien, on s'en bat les couilles, fais ce que tu veux. Mais tu es avant tout un exploité, tu es un pauvre, t'es un prolétaire. Ah, j'aime pas ce mot. Oh, ils ont gagné. Les droitards, ils ont gagné. Il a zéro charme. Et prolétaire, ça sonne trop mal. Qui ont de l'appartenance, qui n'étouffent pas comme la gauche actuelle. Avec les universitaires qui viennent te dire « c'est moi qui ai raison ». Critique de l'autocritique, de la critique. Eh vos gueules, on va vous faire une Mao, on va vous envoyer labourer la terre, vous. Bref, créons du sens commun, une nouvelle façon de voir la culture, les monuments. Et peut-être créer des biens culturels sur le citoyen lambda. Et donner plus de visibilité à ces œuvres qui existent déjà. Qui sont là pour dire que toi, derrière ton écran, t'es important, t'es intéressant, bien plus que Son Goku ou Mbappé. Voilà, laisser une trace, un bagage au prochain, pour apprendre aux gens à s'enquérir du savoir, pour développer le goût de la connaissance et des arts, et aussi de leurs pratiques, et créer de nouvelles façons de faire culture, dans la musique, dans le cinéma, dans tout. Et ça m'énerve parce que dans un monde où tout est accessible, je sais qu'on perd des grands artistes juste parce que la société capitaliste nous garde en esclaves. On est juste bon à aller au charbon, aller à la mine les pauvres là. Comme ça tu seras fatigué ce soir, mais t'inquiète, au programme c'est CNews ou Love is Blind. D'ailleurs, ce que je me demande, mais je suis peut-être un culte, hein, ou qu'on les voit pas. Mais maintenant que le rap a été récupéré par l'industrie musicale, où est notre jazz à nous? Où est notre mouvement musical? Bon après je suis un forceur, il est pas obligé d'avoir un nouveau mouvement musical, mais peut-être qu'à la manière de Théodora, les artistes doivent s'enlever les barrières et faire tout ce qu'ils ont envie en termes de style. Voilà, supprimons les barrières. Et ça me fait penser aux gens insupportables dans la musique. Ça c'est du rap, ça c'est pas du rap. On s'en bat les couilles, hein. C'est de la musique, t'es là à chouiner pour ranger des trucs dans une case. Apprécie la musique, écoute et ferme ta gueule. Chut. On écoute. Bref, et mon droitard chéri, au lieu de chialer pour ta culture, crée, fais ta place dans l'histoire de l'espèce humaine. Montre que les individus comptent, et pas seulement la culture des riches. Deviens un relais de ta culture, de ton art de vivre. Et que c'est pas parce que t'es caissier ou caissière à Carrefour que ton histoire n'est pas importante, et que tu n'es pas capable de faire de la musique, de la peinture, etc. Voilà, montre-leur à ces fils de timbre qu'on est meilleurs qu'eux, et qu'ils ont raison de se chier dessus quand ils nous voient dans la rue. Devenez artiste, créez. Bon voilà, c'est fini. Attaquez plus mon scooter, bande d'enfoirés. Le nouveau terme, hein, ce sont les OV, original voyou, t'entends, OV. Car chaque jour, il faut que on arrange cette putain de langue. Hein, vous êtes insécure, moi je vous parle en français. OV, original voyou. Hein, je sais que t'adores mes putains de termes, petite pute.